10h10 sur LCI, place à notre invité politique. Bonjour Danielle Simonet. Bonjour. Vous êtes députée de la France Insoumise sortante de Paris. Alors, on a appris ce matin que vous ne seriez pas investi par LFI pour ces élections législatives. Ça n'est pas de votre fait, je crois. Exactement. Moi, je l'ai appris hier soir à 11h par un mail. C'est-à-dire après 25 années de militantisme aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, j'ai donc appris par un mail que j'étais une députée non reconduite. Un mail qui vous disait quoi, concrètement ? Concrètement, qui disait que la commission électorale, qui est une instance qui n'est pas élue, qui est désignée par une direction qui elle-même n'est pas élue, avait décidé de ne pas m'investir. Je vais vous dire, c'est d'une violence terrible, parce qu'on ne m'exprime aucun reproche sur mon mandat, ni à l'Assemblée nationale, ni sur le terrain. On ne justifie pas ce choix dans ce fameux mail que vous avez reçu. Voilà, exactement. Mais surtout, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on est vraiment dans un contexte politique bien particulier. On a l'extrême droite qui est aux portes du pouvoir, avec un Emmanuel Macron qui est totalement irresponsable, qui ouvre grand la porte pour qu'ils y arrivent. En même temps, on a un espoir de dingue qui est en train de se soulever dans le pays, avec le nouveau Front Populaire, qui est un programme qui n'est pas simplement un programme qui nous permet d'empêcher l'extrême droite de prendre le pouvoir, mais qui nous permet d'accéder au pouvoir, avec une politique qui permet de changer véritablement la vie des gens, parce que c'est un programme de rupture sur des questions fondamentales. Et là, on a la direction de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui décide de faire une purge. Vous savez que ça part de lui, c'est-à-dire vous parlez d'une purge, vous savez que ça part de Jean-Luc Mélenchon. Mais bien sûr. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Je vais vous dire. Alexis Corbière, Raquel Garrido, Hendrik Davy, Frédéric Mathieu et moi-même, nous sommes des députés qui, en interne, n'avons cessé ces derniers mois à la fois de porter une critique sur l'absence de démocratie dans notre mouvement, qui avons porté aussi un débat stratégique pour dire écoutez, c'est pas possible, il faut absolument qu'on soit dans une stratégie unitaire, il faut arrêter aussi les insultes et la recherche du clivage pour le clivage, il faut être capable de fédérer le peuple, donc il faut parler à tout le monde, à la fois aux travailleurs des quartiers populaires et des bourgs, il faut être capable de renouer avec une volonté de construire une dynamique majoritaire dans le pays. Et le jour où cette stratégie, justement, est enfin en train d'aboutir à travers le Front Populaire, Jean-Luc Mélenchon, finalement, purge ceux qui, quelque part, ont eu le tort d'avoir eu raison trop tôt et de l'ouvrir contre lui. Justement, cette purge, il aurait pu la faire avant, en vous sanctionnant, en vous rappelant à l'ordre au sein même du parti. Pourquoi attendre les législatives pour faire cela ? C'est incompréhensible et c'est irresponsable par rapport aux enjeux historiques. Et je vais vous dire néanmoins une chose. Moi, j'appelle toutes celles et ceux qui nous écoutent, votez pour les candidats et les candidates du Front Populaire. Parce que le danger, là, qu'on a en face de nous, avec la possible victoire de l'extrême droite, c'est terrifiant. C'est une attaque sans précédent pour nos libertés fondamentales, pour notre démocratie, pour la République, pour nos droits sociaux. On ne doit pas accepter cela. On doit absolument mettre ce programme du Front Populaire au pouvoir pour qu'il y ait une véritable politique antiraciste, pour l'égalité des droits et pour défendre nos droits sociaux. Donc, ces enjeux-là sont plus importants. Mais je dis aussi à mes propres camarades, on ne peut pas relever les défis de l'histoire au niveau d'un pays, et engager par exemple notre pays dans la 6e République, si en interne, on a à ce point-là aussi peu d'éthique et aussi peu de respect pour la démocratie. Ce qui pose quand même une question sur votre engagement dans la France Insoumise. Est-ce que ce genre d'épisode, finalement, pourrait vous faire quitter LFI aujourd'hui ? Écoutez, ce qui est clair, c'est que l'AFI a décidé, en tout cas la direction de l'AFI, a décidé unilatéralement, comme ça, de ne pas reconduire des députés sortants sur la base simplement du combat qu'ils ont incarné. C'est inacceptable. On ne peut pas accepter ce mode de fonctionnement-là. Donc, prête à quitter LFI ou c'est pas encore le moi, ce qui m'importe, c'est bien de dire à toutes et tous qu'on doit prendre nos responsabilités. Jean-Luc n'est pas capable de prendre les siennes, eh bien, on doit prendre les nôtres. Et donc, il faut qu'il y ait un sursaut. La direction de la France Insoumise, qui survivra à ses leaders, eh bien, peut assumer de dire on a fait une connerie, voilà, on a fait une connerie et c'est pas possible, on peut pas reconduire
un homme qui a été condamné pour avoir frappé sa femme et ne pas reconduire des députés sous prétexte que eux ont osé tenir tête au chef. C'est pas possible, ça n'est pas notre identité, ça n'est pas notre culture. Donc si je vous suis, ça veut dire que le problème c'est le chef. Est-ce que du coup LFI ne serait pas mieux sans Jean-Luc Mélenchon? On pose déjà la question depuis un moment, mais visiblement certains en interne comme vous semblent le penser et le dire du coup tout haut. Ben oui, là c'est une... On ne peut pas dire autre chose. Jean-Luc Mélenchon, de fait, en organisant cette purge, eh bien, nuit au Front populaire, à sa dynamique. On est dans une situation où cet après-midi, il va y avoir une manifestation énorme contre l'extrême droite. Ça va être une déferlante dans les rues de Paris. C'est important. On sait que là, un dernier sondage nous met à 1 point de l'extrême droite. Donc, on peut jouer la gagne. Et donc, pour jouer la gagne, il faut jouer l'unité. Jean-Luc Mélenchon avait dit il faut mettre nos rancœurs dans la rivière en parlant justement de la nécessité de renouer avec le Parti socialiste, avec le Parti communiste, avec les écologistes dans ce Front populaire qui va même au-delà avec les syndicalistes, les associatifs. Et en interne, il organise une purge pour évincer ceux qui défendaient cette stratégie unitaire quand lui voulait être simplement dans une logique LFI seul. C'est totalement inacceptable. Ça ne sert aucun combat. Nous sommes engagés pour la Palestine, ça ne sert pas le combat pour la Palestine. Nous sommes engagés dans plein de luttes locales, écologiques et sociales. Ces divisions-là, ces méthodes-là, ça ne sert pas. Et sur l'image qu'on donne de la politique, c'est à en dégoûter. Donc à un moment donné, il y a une éthique à avoir. Justement, ce que dit Alexis Corbière, c'est que c'est une punition pour avoir fait entendre des critiques en interne. Il dit la honte. Ce que dit Raquel Garrido, elle a dit on me fait payer le crime de lèse Mélenchon. Oui. C'est fort regrettable. Oui. Encore une fois, j'imagine que vous leur avez parlé, Alexis Corbière et Raquel Garrido. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils sont comme vous, vent debout, ils sont oui, nous sommes scandalisés. Mais vous savez, nous sommes des historiques. Pas simplement de la France insoumise, mais y compris de la période antérieure, la création du parti de gauche et du Front de gauche. Et nous sommes aussi des historiques. Nous étions, avec Alexis Corbière, quand Jean-Luc Mélenchon était ministre délégué à l'enseignement professionnel, en 2001, nous étions dans son cabinet. Nous sommes des historiques. Nous pensons par nous-mêmes, nous sommes libres. Et j'invite toutes et tous, on ne peut pas porter un projet d'émancipation de 6e République sans avoir une éthique chevillée au corps. Nous sommes libres. Il faut penser par soi-même pour être capable de penser aussi dans un collectif avec du respect. Il faut réinventer notre façon de faire de la politique, que ces rapports de domination inacceptables. Mais encore une fois, citoyens, citoyennes, ce programme du Front populaire, il est magnifique. Il lève un espoir. Il faut le soutenir et faire la campagne des candidats du Front populaire partout en France pour lutter contre l'extrême droite. Et on ne peut pas simplement empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir, mais on peut gagner et gouverner. Et nous, on se fera réélire, vous inquiétez pas. Et si vous n'êtes pas loin de notre circonscription, venez nous soutenir. Justement, ceux qui vont dans votre sens, c'est notamment Clémentine Autain et François Ruffin. François Ruffin qui parle de pires combines, des pires combines dans le parti. Lui, en revanche, est investi. Il vous soutient. Ça montre aussi, encore une fois, qu'il y a des vraies fissures, des vraies fêlures à LFI et encore une fois également dans ce nouveau Front populaire. Donc aujourd'hui, on est à moins de 24 heures après l'annonce du programme de ce Front populaire. Est-ce que ça veut dire que c'est déjà fini ? Je sais que, par ailleurs, pour le Parti socialiste, pour les écologistes et pour le Parti communiste français, cette décision est inacceptable et qu'ils demandent instamment à Emmanuel Bompard et Jean-Luc Mélenchon de revenir sur cette décision. Voilà. Mais le processus qui est enclenché dans le pays est bien plus fort que cela. Moi, je le vois sur ma circonscription depuis dimanche soir, lundi soir. J'avais appelé celles et ceux qui le souhaitaient à ce qu'on revienne en réunion pour analyser tout ça. On était 300. Pendant toute la semaine, il y avait plein de personnes que je ne connaissais pas qui distribuaient des tracts devant les écoles, qui faisaient du porte-à-porte avec moi. Enfin, une dynamique très chouette. Vendredi soir, on était très nombreux place de la Réunion, et hier soir, pour continuer ce début de campagne. Et tous les échos que j'ai de mes camarades partout dans le pays, on voit se soulever des femmes et des hommes qui n'avaient jamais milité avant et qui se disent, là, il y a un danger historique trop grave, tellement grave, qu'il faut absolument tous s'y mettre pour ne jamais laisser l'extrême droite arriver au pouvoir. Et en même temps, il y a un espoir énorme à travers le Front populaire
d'avoir la possibilité qu'une toute autre politique puisse être mise en place qui réponde aux urgences écologiques, sociales et démocratiques. Donc ce boulot-là, on va le continuer. Sauf qu'il y a un Jean-Luc Mélenchon qui visiblement vous met, à vous et à certains autres députés, des bâtons dans les roues. Donc aujourd'hui... Eh bien, on se fera élire malgré lui. Mais oui, mais et le futur... Je pense que c'est lui il va pas en sortir grandi de cette séquence. Est-ce qu'il faut qu'il en sorte tout court? Oui, je pense qu'il faut qu'il sorte pas simplement de cette séquence, mais il faut qu'il arrête. C'est pas possible. Est-ce qu'on peut lui forcer la main de nuire à la politique? Est-ce qu'à LFI, on peut lui forcer la main justement pour qu'il prenne sa retraite ou fasse autre chose, ou en tout cas une ligne moins dure, ou qu'il soit moins autocratique? Il nous avait dit, faites mieux. Visiblement, il a changé d'avis, il a voulu continuer à être aux manettes, et là, franchement, il ne fait pas mieux. Donc à un moment donné, il faut qu'il y ait d'autres hommes et femmes et qui se disent, quand on a l'extrême droite aux portes du pouvoir et qu'on a un mouvement qui peut l'emporter, le Front populaire, eh bien on prend ses responsabilités. Et quand on dit que les rancœurs, on les met dans la rivière, eh bien c'est les rancœurs externes comme les rancœurs internes. Surtout quand finalement, c'est parce qu'on ne veut pas reconnaître qu'on a eu tort. Parce que c'est ça le fond du sujet. La stratégie qui était portée par Jean-Luc Mélenchon, c'était une stratégie minoritaire du clivage, pour le clivage, et du refus de construire quelque chose d'unitaire. Vous savez, en 2022, au lendemain des présidentielles législatives, grâce au beau, magnifique score de Jean-Luc Mélenchon, de 22%, il a réussi à construire la NUPES, la nouvelle unité populaire, écologique et sociale. Franchement, bravo, et merci Jean-Luc pour ce travail-là. Sauf qu'hélas, toutes les composantes politiques, et lui y compris dans ce paysage-là, n'ont pas suffisamment consolidé cette unité, et au contraire, on a eu toutes les provocations venant de part et d'autre. Aujourd'hui, enfin, on renoue avec la culture unitaire, mais de manière beaucoup plus importante. Front populaire, ça ne veut pas rien dire. On sait dans notre histoire ce que ça signifiait, en 1936. Le Front populaire, avec son slogan « du pain », pain, paix, liberté. C'était ça le slogan du Front populaire. Contre l'extrême droite, il fallait une justice sociale, il fallait la paix et il fallait le respect des libertés fondamentales. La paix qui devrait commencer au sein du parti. Aujourd'hui, nous sommes également dans cette circonstance-là. Il faut du pain, c'est-à-dire qu'il faut s'occuper du pouvoir d'achat des gens. Les gens souffrent, il faut absolument bloquer les loyers, il faut absolument encadrer les prix et bloquer les prix des produits de première nécessité, il faut indexer les salaires sur l'inflation, il faut augmenter le SMIC, il faut abroger la réforme des retraites ce qui est dans le programme. Du gouvernement. Il faut faire ça. Ça, c'est du pain. Il faut la paix. En Ukraine comme à Gaza. Les massacres à Gaza, ça suffit. Il faut reconnaître l'État de Palestine. Il faut absolument un cessez-le-feu immédiat. Et liberté. Il faut défendre nos libertés que l'extrême droite va menacer. Justement, avant de reparler du fond du programme, est-ce que vous en voulez également à certains autres cadres d'LFI qui auraient pu soutenir ça et qui, dans d'autres circonstances, auraient pu s'imposer face à Jean-Luc Mélenchon? Tout le monde est sous la coupe de Jean-Luc Mélenchon à LFI? Écoutez, là, tout le monde est face à ses responsabilités. Et ceux qui ne disent rien cautionnent. Donc maintenant, chacun, en responsabilité, peut s'exprimer politiquement là-dessus et se dire, finalement, pour être à la hauteur des enjeux face à l'extrême droite, il faut être crédible d'un point de vue éthique sur notre conception de la politique et la façon dont on fait de la politique et où on respecte la démocratie, en interne comme en externe. Sur le programme, à présent, il y a donc bien sûr cette abrogation de la réforme des retraites au bout de 2 semaines, si jamais effectivement la gauche arrive au pouvoir avec cette union. Est-ce que c'était, j'allais dire, l'argument le plus facile? Parce qu'en effet, de l'autre côté, il y a quand même la majorité présidentielle qui ne compte absolument pas revenir dessus. Donc en fait, c'est du pain béni pour vous. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'il y a une grosse contestation parmi les Français concernant cette réforme des retraites. Donc c'est aujourd'hui l'élément majeur qui peut vous faire gagner des points. Vous savez que nous étions pleinement investis dans la grande mobilisation, les grèves contre la contre-réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Et nous avions mené cette bataille à l'Assemblée et dans la rue, et de manière unitaire, à la fois avec tous les groupes parlementaires de gauche, et en même temps un front syndical qui était très fortement uni. Et nous avions pris l'engagement de poursuivre, et que dès que nous le pourrions, nous abrogerions cette contre-réforme des retraites. À l'Assemblée nationale, ça n'a pas été possible parce que la Macronie a utilisé tous les rouages antidémocratiques de nos institutions pour empêcher qu'on puisse voter dans l'hémicycle et qu'on puisse, y compris dans notre initiative parlementaire des groupes, porter des projets de loi abrogeant la contre-réforme des retraites. Donc on a toujours eu cet engagement-là. Ce que je remarque, c'est que le Rassemblement national, qui faisait croire à un moment donné qu'il défendait les travailleuses et travailleurs de ce pays, et bien pas plus tard que cette semaine,
a tourné sa veste, Bardella a annoncé que finalement, il n'abrogerait pas la contre-réforme des retraites. Sauf pour ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans. Mais quelle hypocrisie! Mais quelle hypocrisie! Monsieur Bardella a donc menti aux Françaises et aux Français en leur disant « je vais abroger la réforme des retraites » et finalement il ne le fait pas. Donc, de la même manière qu'il ne cesse de mentir. C'est ça qui nous attend si on a effectivement... Avec Bardella, avec le Rassemblement National, vous avez un parti d'hypocrites, de menteurs, de racistes et qui vont faire finalement une politique libérale dans la continuité de Macron. Mais d'un autre côté... Vous savez, à l'Assemblée nationale, le Rassemblement National, les députés ont toujours voté contre la hausse du SMIC, ils ont voté contre l'indexation du SMIC. Sur les salaires, ils ont voté contre le blocage des prix des produits de première nécessité. Ils ont voté contre aussi dernièrement, ils s'étaient opposés on travaillait un texte de loi sur la fin de vie, qui pour moi est un sujet extrêmement important. Est-ce qu'on a le droit de mourir dans la dignité? Ils s'y sont opposés. En fait, sur les services publics, sur l'hôpital public, sur l'école qui est... très malmenée par toutes les politiques d'austérité des différentes décennies passées, avec une accélération par la politique brutale d'Emmanuel Macron, le Rassemblement National ne s'oppose pas aux politiques d'austérité et aux baisses des dotations. Oui, mais de l'autre côté, on a votre programme avec donc, encore une fois, la retraite à 60 ans qui revient. On a également le SMIC à 1 600 €. Où est-ce qu'on va chercher l'argent? Parce que beaucoup commencent déjà à dire, même en rétablissant l'ISF, ça ne va pas suffire. Où est-ce qu'on va trouver concrètement l'argent? Alors l'argent, il est là, il faut le prendre là où il est. Nous avions déjà, à la campagne présidentielle de 2022, mais également aussi précédente, montré qu'on a tout à fait la possibilité de financer une toute autre politique à partir du moment où on organise une politique de redistribution des richesses. Vous avez une captation de la richesse produite par l'ensemble des travailleuses et travailleurs de ce pays et qui part en fumée dans les poches des actionnaires. Et vous avez aussi une fiscalité vis-à-vis des actionnaires, vis-à-vis des plus riches de ce pays. On parle donc des super profits. Mais exactement, qui est d'une indécence absolue. Et n'oubliez pas, Emmanuel Macron, dès qu'il est arrivé aux commandes à son premier quinquennat, il a fait les poches des uns en prenant les 5 € d'APL pour finalement remplir les poches des autres en supprimant l'ISF. Il faut faire l'inverse. Vous avez une réforme de la fiscalité qui peut permettre sans problème de pouvoir financer nos politiques de services publics. Et vous avez une politique aussi de plein emploi qui répondent aux urgences écologiques, qui permettent aussi d'augmenter les cotisations qui vont rentrer dans les caisses pour garantir la retraite pour toutes et tous, garantir aussi enfin un retour à une sécurité sociale remboursée à 100%. Enfin bref, une politique de justice sociale. Dans votre programme, il y a aussi la condamnation des massacres terroristes, et j'utilise les mots exacts, du Hamas. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu tard, que ça arrive un peu tard, et qu'à LFI, il y a beaucoup de membres qui ont vraiment justement énormément tardé à utiliser ces mots de massacre terroriste? Alors moi, je n'ai pas hésité, comme d'autres, voilà, dès le lendemain de ces terribles attentats, quand on tue des civils dans une rave party, c'est pas un acte de guerre, voilà, c'est un attentat. Ce qui ne justifie aucunement la réponse du gouvernement d'extrême droite de Netanyahou, qui, au mépris total du droit international, commet des crimes de guerre avec un risque génocidaire en cours, comme le dit la Cour de justice internationale. C'est gravissime. La fin ne justifie jamais les moyens. C'est-à-dire que... Mais pourquoi certains députés ont tant tardé ou se refusent toujours aujourd'hui à utiliser ces mots? Mais écoutez, moi je constate que Jean-Luc Mélenchon a utilisé le mot d'attentat terroriste, certes 2 mois après les événements, mais il l'a utilisé. Donc, pour être audible, j'aurais préféré qu'il les utilise dès le début. Mais là, l'urgence aujourd'hui, c'est qu'Emmanuel Macron assume les responsabilités qui sont les siennes. Au lieu de continuer d'avoir un soutien complice avec le gouvernement de Netanyahou, qu'on arrête la livraison d'armes, qu'on exige ce cessez-le-feu immédiat, que les massacres cessent et qu'enfin il y ait la reconnaissance de l'État de Palestine. Et c'est ce que dit le programme. Et c'est là-dessus qu'on s'est tous mis d'accord. Et cette question-là est importante et il y aura une grande manifestation, normalement, je crois, dans 2 semaines. Il faut faire attention, c'est pas parce que nous sommes là très préoccupés par la menace de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir qu'on oublie les Palestiniennes et les Palestiniens. Merci beaucoup Daniel Simonet d'avoir été avec nous ce matin sur LCI.